Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Droit pour tous. Nous recevons pour vous ce soir Maître Jeannette Mouchia. Maître Jeannette Mouchia est avocate au barreau de Kinshasa. Matete, bonsoir maître. Bonsoir madame. Nous avons tous suivi l'adresse du chef de l'État à la nation. Il s'est adressé devant les députés et sénateurs le lundi 13 décembre 2021. Le chef de l'État a décrié la corruption qui sévit au niveau de l'appareil judiciaire. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains magistrats se sont sentis frustrés. La société civile, par contre, a soutenu cette position du chef de l'État qui a d'ailleurs dépeint ce tableau sombre concernant la corruption. Maître Jeannette Mouchia, nous voulons connaître un petit peu votre avis, savoir votre opinion, quelle est votre position par rapport à cette déclaration faite par le chef de l'État lors de son message à la nation. Merci madame. D'emblée, je peux dire que je suis personnellement très touchée que ces constats-là proviennent du chef de l'État, lui, le magistrat suprême. C'est qu'il sait de quoi il parle. Après avoir passé un bon moment au sommet de l'État, il sait de quoi il parle. Alors, je dirais aussi que le chef de l'État n'a pas parlé de la corruption dans la magistrature. Non, il a parlé de la corruption dans la justice. Okay. C'est ce que moi j'ai suivi. Il a parlé de la corruption dans la justice. Et tout de suite, je me suis posé plusieurs questions. J'ai dit, mais quels sont les acteurs de la justice dans notre pays? Pour ne parler que de notre pays. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, on voit qu'il n'y a pas que le magistrat qui est concerné. Mais qui se sent mauvais, c'est mouche. Là, vous me dites qu'il y a des magistrats qui se sont sentis gênés, ceux qui ils se reprochent de quelque chose. Mais moi, je me dis, qui dit justice, dit le juge, qui est le magistrat assis, qui, lui, est indépendant, parce que le magistrat debout ne l'est pas, il n'est pas indépendant, le ministère public n'est pas indépendant du tout. Et le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux, pas les parquets. Ça, c'est la Constitution qui le dit, les cours et tribunaux. Et là, on trouve les magistrats assis, les juges, qui est indépendant, selon la Constitution et la loi. Et à côté de ces juges, nous voyons les justiciables, parce qu'il n'y a pas de justice sans justiciable. Ça veut dire que lorsqu'on parle, on évoque la question de la corruption, tout de suite on a en vue le corrupteur et le corrompu. Donc ce sont les deux acteurs de la corruption. Or, parce qu'il s'agit de la justice, il y a aussi les acteurs de la justice, comme nous avons dit, il y a les juges et il y a les justiciables. Et qui dit justiciable dit l'avocat qui est l'auxiliaire de la justice. Parce que l'avocat vient pour défendre les intérêts de son client qui est justiciable. Et lorsqu'on pousse le raisonnement plus loin, on trouve qu'il faut quand même définir aussi la notion de justiciable. Qui est justiciable et qui ne l'est pas, madame? Là, je constate que tout le monde est justiciable. Chacun de nous... Et le client. Non, je ne parle pas de l'avocat. Je parle d'abord de tout citoyen congolais. Quel que soit son niveau social, quelle que soit sa position sociale, il est justiciable. Grand ou petit, homme ou femme, jeune ou vieux, nous sommes tous justiciables. C'est-à-dire, chacun de nous a besoin que dans sa vie, ses droits et libertés soient respectés. Et lorsque il se sent lésé dans ses droits et libertés, il est justiciable. Il peut recourir aussi devant les cours et tribunaux pour en entendre raison. Donc, chacun de nous est justiciable. Alors, parce que la corruption au sein de la justice concerne celui qui dit le droit, le juge,
concerne les justiciables, alors il y a lieu d'essayer de voir comment ça fonctionne, cette corruption, et avant de tenter de trouver des mécanismes d'éradication, sinon d'assouplissement, parce que j'ai l'impression que c'est difficile d'éradiquer la corruption. Difficile d'éradiquer la corruption. Vous avez parlé tout à l'heure des différents acteurs qui sont concernés dans la justice. Vous avez parlé des juges qui sont des magistrats indépendants, comme je l'avais dit, magistrats debout, et ceux qui sont assis, donc les greffiers et autres. Vous avez parlé également aussi des justiciables qui sont concernés quand on parle de justice. Mais corrompus, oui, mais il y a aussi des corrupteurs. Qui sont ceux qui sont le plus souvent en contact avec ces corrompus qu'on décrit? Bon, madame, moi, je n'ai pas entendu les chefs de l'État dire que les magistrats sont corrompus. Il a parlé de la corruption. Quand on parle de la corruption, je l'ai entendu dire plutôt qu'il y a la corruption dans la justice. Et je vous ai entendu dire aussi que les magistrats se sont sentis gênés. Alors, je ne saurais pas dire que les magistrats sont corrompus et que le corrupteur, c'est l'avocat ou les justiciables. Mais tout ce que je peux relever ici, en tant qu'auxiliaire de la justice moi-même, je constate qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes chez nous qui font que parfois la loi, le droit n'est pas dit. Le droit n'est pas dit. Est-ce parce que le magistrat a été visité? Visité par qui? Par les justiciables. C'est ainsi que je vous ai dit ici, il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et si, comme vous avez parlé de la société civile, vous dites que la société civile essaie de soutenir, ok, et nous soutenons parce que le chef de l'État a fait un constat, c'est quand même lui le magistrat suprême, nous sommes d'accord. Alors, si le magistrat se sent gêné, est-ce que nous pouvons dire que c'est lui le corrompu? Et que le corrupteur, c'est les justiciables, qui est souvent représenté par l'avocat. Et moi, je vous dis que c'est une question de société. Il faudra alors examiner tous les acteurs de la corruption et essayer de voir qui est corrompu et à quel niveau et pourquoi et comment ça se fait. En tant qu'avocat, je peux dire que je décourage déjà certaines pratiques de la paresse, parce que nous savons qu'il y a des avocats qui ne travaillent pas du tout, mais qui ont une sorte de clientélisme avec certains magistrats pour favoriser, n'est-ce pas, les traitements de certains dossiers. Mais je constate aussi que les législateurs ont prévu beaucoup de mécanismes pour contourner, n'est-ce pas, certains abus de magistrats, notamment la corruption. Lorsque je suis au premier degré, je constate que ça ne va pas. Le jugement qui vient d'être prononcé, c'est une décision unique. J'exerce les voies de recours. Par exemple, je vais en appel et je ne me décourage pas parce que pour que je dise que tel juge, tel magistrat a été corrompu, il faut que j'ai des preuves de cette corruption-là. Sinon, ce serait sans objet. Alors, mais lorsque j'exerce les voies de recours et qu'au degré d'appel, les juges d'appel confirment ou me déboutent, je dois m'examiner. Est-ce que j'avais fait mon appel dans le délai? Il y a aussi des avocats qui ne respectent pas la procédure, qui ne respectent pas du tout la procédure, parce que le droit d'abord c'est la procédure. Et il y a des délais qui sont prescrits à peine de nullité. Par exemple, lorsque vous faites appel hors délai, mais vous savez que vous êtes hors délai, mais vous faites dépenser quand même de l'argent à votre client, vous arrivez devant la cour et les juges constatent que c'est hors délai. Il y a aussi des cas où la loi exige, en matière civile par exemple, que les justiciables produisent l'expédition pour appel. Vous faites appel et vous n'avez pas... Moi, j'ai plein de décisions comme ça, où la partie adverse, elle perd le procès au premier degré. Au degré d'appel, elle n'a pas d'expédition pour appel. Mais le juge ne peut pas aller crever l'abcès lorsque vous ne lui avez pas permis de le faire. Il s'arrête sur la forme. Alors, il faut qu'on s'entende très bien. Moi, je dis que les cas de corruption existent, mais il y a aussi des cas où les praticiens du droit eux-mêmes sont à côté de la plaque. Excusez-moi, je suis avocat, j'ai dit combien d'avocats aujourd'hui
Prenons le cas de ceux qui viennent de terminer l'université. Vous terminez l'université, la condition c'est qu'il faut avoir un diplôme de licence en droit. Vous prêtez serment, vous êtes avocat, mais vous n'avez pas eu le temps de maîtriser toute la procédure. Parce qu'à l'université, c'était les droits théoriques. Là, vous avez la pratique. Mais parlons justement des procédures que doivent observer ou suivre les avocats, par exemple. Vous avez aussi dit ici que parfois il s'agit des procédures qui n'ont pas été respectées. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a certains avocats qui, effectivement, tirent les choses en longueur ou font exprès de ne pas justement respecter les procédures pour essayer de soutirer au maximum de l'argent à leurs clients. N'est-ce pas là aussi une forme de corruption? Non, 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 il n'y a pas de corruption en ça, madame. Ce qu'il y a, c'est peut-être que les lois ne sont pas bonnes. Je donne un exemple de la loi sur la suspicion légitime. Cette loi qui permet aux justiciables de faire ce qu'on appelle une procédure de renvoi de juridiction parce qu'ils suspectent les juges qu'il aurait, par exemple, de relations très très poussées avec la partie adverse, ou bien ils suspectent le tribunal tout entier, donc il va saisir les juges supérieurs en suspicion légitime. Et juste cette saisine-là permet à ce qu'on accorde, les juges saisis auparavant accordent la surséance, parce que les juges supérieurs donnent ce qu'on appelle fait le donner acte, c'est-à-dire il accuse réception de la demande en suspicion légitime. Il accuse réception. Et cet accusé de réception déjà permet au juge auparavant saisi de faire quoi? D'ordonner la surséance. Et vous voyez, avec ça, même si le client est en perte de vitesse et que c'est la partie adverse qui doit gagner les procès, le droit ne sera pas dit. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la loi qui permet qu'on tire les choses en longueur. C'est ce qu'on appelle les procédures qui sont tout à fait dilatoires. Et quand l'avocat est dans les dilatoires, l'avocat utilise seulement la loi existante. Et le magistrat devant la loi, il est respectueux de la loi et il s'arrête là, il ne sait pas vraiment débloquer la machine. C'est pourquoi moi, je recommande que nous puissions revisiter quand même certaines lois qui alourdissent la procédure, qui empêchent la bonne administration de la justice. Allez à la Cour de cassation aujourd'hui, madame, vous allez voir nos papas, les vieux magistrats qui sont là, combien ils sont fatigués avec des dossiers RR, des dossiers de renvoi de juridiction. Juste ça, 300 dossiers. Allez lire les extraits des rôles. Sur 100 affaires programmées, vous allez trouver 80 de renvoi de juridiction. Tout simplement parce que on voit que mon client n'a pas raison, il va perdre les procès, alors je suspecte les juges, je suspecte les tribunaux et je vais en cassation pour demander le donner acte, l'accusé de réception et on sursoit. Et on peut même résoudre ces problèmes. On revient autant de fois en demande de suspicion légitime. Ça aussi, ce n'est pas de bonnes pratiques. Moi, je me dis, si cette loi n'est pas révisitée, il y a lieu de faire appel à la conscience de chaque avocat, de pouvoir arrêter avec ces pratiques. Parce qu'il fut un temps où les magistrats, les avocats étaient quand même respectueux des décisions du juge. On n'allait pas en renvoi de juridiction, vaille que vaille. Ça aussi, ce sont des entorses qu'il ne faut pas mettre sur le dos de la corruption. Il n'y a pas de corruption dans ça. C'est comme les voies de recours. Vous avez les voies de recours ordinaires, extraordinaires. C'est-à-dire, il y a la première décision, je vais en appel jusqu'en cassation, et les dossiers peuvent faire 10 ans, 15 ans. Et celui qui n'est pas informé va dire, mais voilà, il n'y a pas de justice dans ces pays, ça traîne. C'est seulement la loi qui laisse trop d'ouverture, des voies de recours, de plusieurs formes, et ce qui fait qu'il y a quand même une certaine lenteur dans la justice. Cela ne voudrait pas dire que le magistrat n'est pas corrompu. Le magistrat aussi est corrompu, et ça c'est un fait réel. Mais parce qu'on sait qu'il est corrompu, donc que faut-il faire maintenant pour résoudre un temps soit peu ce problème, parce que ça ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Mais pensez-vous, maître, que le changement au niveau de l'appareil judiciaire, comme le propose le chef de l'État, disons, il envisage faire encore des changements, est-ce que ça va résoudre en partie, ou au moins ce sera un pas pour essayer de résoudre ce problème? Madame, moi, je ne suis pas au courant de ça, vous m'informez, mais déjà, laissez-moi dire que si le chef de l'État a pris cette résolution, comme vous me le dites là, moi je pense que c'est salutaire. Pourquoi? Parce que
Lorsqu'on dénonce la corruption et qu'on dit que le magistrat se sente gêné, c'est qu'il en sait quelque chose. Et le dossier tel qu'il a été étoffé, moi, je n'en sais rien, mais je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, si le magistrat est corrompu, les corrupteurs, c'est les justiciables. Si le corrupteur n'est pas le justiciable, c'est le magistrat lui-même qui voudrait rendre service à un collègue parce qu'il lui a dit non, c'est ma soeur qui est là, non, c'est ma nièce, il faut bien regarder. En définitive, c'est toujours les justiciables. Mais comment on peut résoudre les problèmes de la corruption seulement avec le corrompu et non avec le corrupteur? Qu'est-ce qui fait que les justiciables mettent la machine en place? Moi, je me dis, si le magistrat, parce que c'est lui le magistrat qui est appelé selon la loi à sanctionner, n'est-ce pas? Parce que nous avons le principe. Mais est-ce que le magistrat appelé à sanctionner est dans les bonnes conditions de travail pour pouvoir être à même d'être impartial, d'être juste du début à la fin? Puisque nous étions à l'intérieur récemment avec la chaîne Justice et Télévision, en raison d'enquête, on a un petit peu essayé de voir les conditions de travail dans les cours et tribunaux et on voit quand même que les conditions des magistrats à l'intérieur du pays laissent à désirer. Les conditions, on parle de l'administration, est-ce que l'administration en place travail? Est-ce qu'ils ont toutes les conditions réunies qui leur permettent justement d'essayer aussi, eux, de leur côté, d'éradiquer ce problème-là? Madame, je crois que tout est question de volonté et de conscience. Moi, je me dis que volonté quand et on a... conscience pendant qu'on n'a pas de subvention, on n'a pas son salaire, non, et puis on ne sait pas résoudre ses problèmes à la maison. Madame, écoutez, j'ai déjà entendu un cantique qui dit, j'ai déjà vu, quelqu'un qui chante, qui dit que Seigneur, j'ai déjà vu les fonctionnaires de l'État, 40 mois impayés, mais leurs enfants étudient. Ça, c'est un mauvais climat. Vous n'êtes pas payé, mais vous vous habillez très bien. Vos enfants étudient, terminent les études, et vous faites de grosses fêtes de mariage et consorts. Il y a lieu de se demander où vous trouvez l'argent. Lorsqu'on n'est pas bien payé, lorsque les conditions de travail que l'on veut avoir ne sont pas réunies, on démissionne. On démissionne. On ne peut pas être là en disant, bon, les conditions ne sont pas bonnes, j'y vais quand même. J'entends dire, que, voilà, moi j'ai été muté à l'intérieur, mais on ne m'a pas donné les frais pour me déplacer, ma famille et tout, mais je dois quand même y aller. Mais ils savent comment ils y vont. Ils y vont. Donc, nous prenons, je suis là avec les enseignants qui vous disent, bon voilà, nous on n'est pas bien payés, mais quand même on enseigne parce qu'on veut enseigner. Non, ce n'est pas parce qu'on veut enseigner, c'est parce qu'il y a la prise en charge des parents. Voyez-vous? Là, c'est clair. Même au niveau de l'université, vous avez un professeur d'université qui a un salaire de 90 000 francs. 90 000 francs congolais, donc 45 $ par mois, mais qui essaie de se battre avec des primes de partenariat. C'est-à-dire, les parents disent, nous donnons quand même un coup de pouce au professeur pour qu'il essaye de vivre dignement. Mais on pourrait aussi parler de primes de partenariat quand les justiciables vont... Je suis en train de réfléchir, madame. Là, c'est officialisé. L'étudiant à l'université paye 200 $. Et le professeur, lui, a un salaire de 45 $. Il y a la loi sur les statuts particuliers du professeur, du personnel enseignant, de l'enseignement supérieur universitaire, 45 $. Mais il y a la prime là, qui permet quand même que le professeur ait quelque chose jusqu'à, ça faisait 3 millions de francs congolais, aujourd'hui c'est 1 500 $. Et lorsqu'on enlève, on déduit le 12 ou 15% de l'impôt là, l'hyper, et on a quelque chose comme 1 250 $. Et les 1 250 $ là, c'est la prime. Les salaires restent. Là, c'est officiel, on sait, et le prof touche ça, il touche ça. Mais le magistrat, lui, il n'a pas officialisé ça. C'est ça qui gêne. Et à l'intérieur, on vous dit que les conditions ne sont pas bonnes. On se plaint chez qui? Chez les justiciables. Et c'est les justiciables qui payent. Mais qu'ils le fassent ouvertement.
que les justiciables se cotisent et disent à partir d'aujourd'hui, nous achetons un ordinateur. Que la collectivité se mette d'accord. Nous, à partir d'aujourd'hui, nous voulons quand même mettre du carburant au magistrat. Mais lorsque c'est fait d'une manière sélective, sur les dos de celui qui a besoin de la justice, c'est ça la corruption, madame. Oui. C'est ça la corruption. Et lorsque le chef de l'État en parle avec la main sur les cœurs, moi, je suis gêné. Moi, je suis gêné. Je me dis, si j'étais magistrat, j'aurais démissionné. Mais je constate que ceux qui sont gênés aujourd'hui, c'est peut-être parce que le chef a parlé de ça tout haut, ouvertement. Or, il y a des choses qui ne s'arrêtent que lorsqu'elles sont dénoncées. Et de cette manière-là. Mais je vous dis qu'il faut que ça s'arrête. Mais comment arrêter cela? Est-ce qu'il faut révoquer les magistrats? Est-ce qu'il faut en recruter d'autres? Est-ce qu'il faut former? Moi, je vous dis, madame, je suis fatigué de formation. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la rentrée judiciaire ici. On a vu deux panneaux à gauche, à droite. Les magistrats étaient enfermés pour être formés sur la lutte contre la... Est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'être formés sur ça? Non. Ça, c'est des dépenses inutiles. On n'a pas besoin d'être formé. Le magistrat n'a pas besoin d'être formé sur comment lutter contre la corruption. Parce que ça, c'est inhérent à la nature humaine. Le magistrat sait que la corruption est une infraction. Il sait qu'il a été établi là-bas pour sanctionner. Dès qu'il est informé des faits de corruption, il doit s'en saisir, n'est-ce pas, et sanctionner. Mais lui-même, il est dedans, comment il va sanctionner? C'est un peu ça, le chef de l'État a lancé un cri d'alarme. Il voudrait que la société réfléchisse. La société civile, il ne suffit pas de dire oui, le chef a bien parlé. Il faut réfléchir sur comment mettre fin à cette gangrène. Parce que... Est-ce aux magistrats simplement de réfléchir sur la question? N'est-ce pas aussi aux justiciables de réfléchir sur cette question? Je suis en train de vous dire que le magistrat n'a pas besoin de réfléchir sur la question. Tout ce que le magistrat doit faire... Mais qui doit réfléchir sur comment il je suis en train de répondre, madame. Ce que le magistrat doit faire, c'est appliquer la loi. Appliquer la loi et faire en sorte que... Donc, chacun doit faire sa part. Parce que nous sommes tous acteurs de notre vie commune, de notre société. Chacun doit faire sa part. Si le magistrat dit, parce que moi je suis mal payé, je vais accepter la corruption, comme il est corrompu, il sera corruptible. Si pas dans la magistrature elle-même, mais c'est peut-être dans l'enseignement. Il ira corrompre pour que son fils puisse passer des classes ou qu'il puisse distinguer à l'université. Mais le corrupteur, mais il va corrompre aussi. Parce qu'il est corruptible, il va aussi corrompre demain. Donc c'est pour dire que si chacun de nous pouvait faire sa part, je crois que ça marcherait. La société civile applaudit, c'est bien, mais moi je ne voudrais pas qu'on organise des formations, des sessions de formation, parce qu'on est déjà suffisamment formés, informés. Il faut maintenant mettre tout ce qu'on a déjà emmagasiné là en pratique. C'est une question de volonté, de conscience. Je vous ai dit ici, c'est vrai que ventre affamé, point d'oreille, mais ce n'est pas parce que vous avez faim que vous allez manger vos propres enfants. Oui, ça s'appellerait l'état de nécessité, bien sûr, mais ce n'est pas tous les jours. On cherche toujours des solutions, comment s'en sortir. Parce que si tout le monde dit, je ne suis pas bien payé, je me fais corrompre, jusqu'à l'école maternelle, les gens ne sont pas payés, ils vont se faire corrompre. Moi, je crois que celui qui est censé protéger doit se prémunir de ces actes-là. C'est-à-dire, je suis magistrat, on vient me proposer l'argent, c'est qui? C'est le justiciable, c'est que cette personne-là n'a pas raison. Ce que je dois faire, c'est sanctionner. Et l'acte qu'il pose maintenant, et les dossiers, son dossier que je suis en train de traiter, je ne devrais pas lui donner raison. Mais lorsque je reçois la personne qui vient me proposer l'argent, lorsqu'un professeur d'université, par exemple, reçoit un étudiant fainéant qui vient lui proposer 200 $, alors que lui a un salaire de 45 $, vous pensez qu'on peut encore espérer s'en sortir demain? Il faut que la magistrature, je crois que le chef de l'État a bien fait de taper sur la magistrature. Maître, mais comment pouvons-nous aujourd'hui vraiment pallier à ce problème-là?
C'est un fait, c'est une réalité qui a déjà atteint un niveau, on dirait presque de non-retour, mais on sait qu'il y a encore de l'espoir. Comment pouvons-nous éradiquer ce problème? Madame, tout se situe au niveau de la conscience collective. Nous disons que la justice élève une nation. Mais la justice, comme je dis là, ne peut marcher que lorsque vous avez des magistrats intègres. Pourquoi je parle de magistrats intègres? Parce que même s'il y a les justiciables qui apportent la corruption, un magistrat intègre sait dire non, laissez-moi faire mon travail. Et pas s'arrêter là, prendre ces messieurs-là et s'en occuper conformément à la loi. C'est ça. Mais tant que le magistrat n'est pas à ce niveau-là, il trouve toujours des raisons pour dire « je suis à l'intérieur, je suis mal payé ». Et ceux qui sont à Kinshasa, je me suis toujours posé la question, excusez-moi madame. À un moment donné, j'avais vu que les magistrats avaient reçu des véhicules. C'est bien. Ils ont acheté à crédit parce qu'ils ne peuvent pas être à pied. Ça veut dire que ces véhicules-là doivent se déplacer. Il faut y mettre du carburant. Et qui disent qu'ils n'ont pas de salaire, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils trouvent le carburant pour être en voiture tous les jours? Il semble qu'il n'y a pas de subvention. Le magistrat qui reçoit un dossier aujourd'hui, lui-même va acheter du papier, de l'encre, auditionner, lui-même doit faire tout ça. Mais ça aussi c'est un problème. Nous sommes en train de fermer les yeux sur nos réalités. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ce magistrat est appelé à se débrouiller tout seul. Un peu comme un policier de roulage qui est sur la route et le soir il apporte quelque chose à son chef qui lui dit il ne faut pas déranger les gens, mais en même temps il lui dit qu'est-ce que tu as apporté? Donc voyez-vous un peu, il faut qu'on puisse regarder de tous côtés. Mais je me dis, lorsque le magistrat lui-même prendra conscience de son rôle, déjà, je crois qu'il peut résoudre beaucoup de choses. Et les autres problèmes vont trouver des solutions par la suite. Parce que sinon, c'est de la complaisance. On est là, tantôt c'est parce que je suis à l'intérieur, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Tantôt c'est parce que même ici dans la ville, il n'y a pas de subvention. Mais attendez, il n'y a pas de subvention, mais réclamez cela plutôt que vous mettre sur les dos des justiciables. Sur les dos des justiciables. Excusez-moi, je voudrais aussi parler de cette histoire de caution, madame. Moi, je sais que la caution, elle est remboursable. Lorsqu'on demande la caution pour accorder la liberté provisoire, cette caution est remboursable. Après. Mais je constate de ma vie d'avocat que ça n'a jamais été le cas. Et même, cette caution plutôt, vous lisez quelque part, on vous dit c'est en francs congolais. Mais lorsque vous allez dans la magistrature, parfois c'est publié, c'est en des milliers de dollars, la caution. Et bon, je ne sais pas, ces magistrats-là, avec cette caution-là, est-ce qu'ils respectent la loi ou ils violent la loi? Lorsqu'on dit que l'organe de la loi, le ministère public est organe de la loi, c'est lui qui doit veiller au respect de la loi. Attendez, avec ce genre de pratiques-là, et vous voulez que les chefs de l'État fassent quoi? Qu'ils applaudissent? C'est un mea culpa. Moi, je suis désolé, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses que l'on peut épingler qui encouragent la corruption, qui favorisent la corruption. Madame, nous avons la loi sur les violences sexuelles. Et lorsqu'il y a viol, vous voyez, c'est 20 ans de prison. Mais moi, j'ai eu... Il s'agit de corruption, c'est combien? Moi, j'ai eu des dossiers de viol, madame, où le magistrat dit, mais parce que les familles ont accepté d'arranger. J'ai dit, mais là, vous violez la loi. Il dit, maître, écoutez, il faut quand même aider les gens. Donc, violation intentionnelle de la loi par l'organe de la loi. Vous voyez, il y a quand même lieu de faire une sorte d'interpellation parce que moi, je me dis, ce n'est pas une question de formation. Ça, c'est un gaspillage de fonds. C'est une question de conscience. Et la conscience vient parfois en frappant. Regardez ce que le président Laurent Désiré Kabila avait fait. Nous avons vécu ça dans ce pays ici. Lorsqu'on se mettait dans le bus, c'était avec les jambes croisées comme ça. Oui. Et il avait instauré le système de fouet. Et les receveurs n'avaient jamais de place dedans. Il était toujours à la porte et beaucoup perdaient leur vie comme ça.
et il avait commencé à fouetter les gens sur le ventre. Je ne sais pas, c'était comme une baguette magique. Aujourd'hui, plus personne n'accepte de se mettre comme ça. Et ça, il faut quand même une certaine révolution. Il faut frapper. Mais il ne faut pas aller chercher des solutions, il faut frapper. Parce que si le corrompu est frappé d'avoir été corrompu, le corrupteur va réfléchir. C'est-à-dire, si la personne qui est frappée pour avoir accepté la corruption, il est frappé pour ça, la prochaine fois qu'il va avoir un corrupteur, il va aussi le frapper. On sait qu'il y a des corrompus, mais jusque-là, nous n'avons pas encore vu ceux qui ont dénoncé cela ouvertement. Le chef de l'État en a parlé, certes, mais les corrupteurs eux-mêmes ne dénoncent pas. Et ceux qui supposent qu'il y a eu corruption quelque part ne dénoncent pas. C'est pourquoi je dis que c'est un problème de conscience collective. Parce que si vous ne dénoncez pas, qui ne dit mot consent, nous souffrons tous, nous disons que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'il y a la corruption. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas? Quand vous dites qu'il y a corruption, c'est que vous avez été victime de la corruption. Il faut dénoncer. Qui a corrompu qui? Mais vous savez pourquoi les gens ne dénoncent pas? Je ne peux pas dénoncer un magistrat corrompu parce qu'il sera protégé par d'autres magistrats. Et moi, je vais m'attirer, n'est-ce pas, la colère de toute la magistrature. Et l'avocat. Mais je sais que mon confrère est en train d'aller vers la corruption. Je ne vais pas dénoncer parce qu'on va me demander des preuves. Et je ne veux pas apporter des preuves parce que je ne veux pas nuire à mon confrère. Et la chose reste. Je crois que nous devons nous prendre en charge. C'est une question de société. C'est une question de conscience collective. Et tant que cette conscience n'est pas là, moi j'ai honte de suivre des formations sur la corruption. Parce qu'on sait déjà, dans le domaine de corruption, parce que le chef de l'État en a parlé, c'est qu'on sait qui est corrompu et qui est corrupteur. Et en parlant du justiciable, moi je me dis, nous tous, nous sommes des justiciables. Et si le magistrat est corrompu, donc nous tous, nous sommes des corrupteurs, des justiciables, de ces magistrats. Donc nous devons seulement prendre courage et dénoncer la corruption activement. Dénoncer activement, c'est-à-dire ne pas se taire lorsqu'il y a un cas de corruption. Suivre les dossiers jusqu'au bout. Suivre les dossiers jusqu'au bout. Malheureusement, suivre les dossiers jusqu'au bout, c'est un dossier judiciaire. Ça demande que vous ayez les moyens de votre politique. Les moyens de votre politique. Vous pouvez avoir la politique de vos moyens, c'est bien. Mais les moyens de votre politique, ce n'est pas évident, madame. Ce n'est pas évident. Un appel à la conscience, la justice élève une nation et qui parle de justice, parle d'intégrité. Ce sont là les mots de Maître Jeannette Mouchia, que nous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci fidèles téléspectateurs pour votre fidélité et également à nous revoir très prochainement. Au revoir.